حزينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف Démon de minuit, bonsoir. Nous allons parler restauration ce soir avec Hélène Darroze qui publie. Combien m'avez-vous dit que ça pesait, Hélène ? Il paraît 3,3 kg. 3,3 kg. Qui publie Hélène Darroze, Personne ne me volera ce que j'ai dansé. C'est publié au Cherche Midi. Nous allons parler musique également avec Nosfeld, avec une singularité puisque Monsieur Nosfeld, vous avez un langage. Deuxième partie de cette émission, La Petite Jérusalem. C'est un film de Karine Albou. Nous en parlerons tout à l'heure. Karine Albou est la réalisatrice. Fanny Valette sera également là. C'est l'une des comédiennes. Nous reviendrons également sur le travail de Doisneau avec Francine de Roudil, qui est l'une de ses filles. Et nous aurons, avec cet album, l'occasion d'approcher d'un peu plus près le travail de Doisneau et surtout la manière dont il concevait la présentation de ce travail. Moments musicaux éventuellement dans cette émission, bien sûr, avec vous, Nosfeld, et avec Nathalie Nantieb. On va commencer avec vous, Nosfeld, et voilà. Vous êtes musicien, vous avez une voix magnifique et vous avez un langage tout à fait singulier. Et au-delà de cette plaisanterie de début d'émission, je voulais simplement qu'on regarde immédiatement votre carnet, si vous permettez, et j'aimerais qu'on regarde la manière dont vous écrivez et la manière dont vous concevez votre musique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que représente cette page, par exemple ? Bah alors ça, c'est un carnet c'est le dernier carnet, alors il n'y a pas beaucoup de choses dedans, mais ce sont des paroles de chansons. Donc il y a écrit Timora Javbla, Tila Ndat Plavij, Nyaka Blakan Fil, Helabum Glistensil, Blasis, Til Blajovdal, Til Blajovdal. S'il fallait... C'est le premier couplet d'une chanson sur laquelle je travaille. Et si on traduit, ça donne... C'est quelque chose qui est censé être comme un poème dans une histoire. Donc j'ai d'abord écrit l'histoire et ensuite ce qui m'intéresse c'est dans ce que je vais faire en musique, c'est de mettre un poème pour illustrer l'état d'esprit soit de l'histoire elle-même, soit d'un des protagonistes de l'histoire. Donc là, il s'agit de décrire la terreur, parce que on est dans une région qui porte le nom de Tchimdega, et les chiens d'un endroit qui est Klokotchazia, et les chiens d'un certain Gounel avec le maître Gounel vont arriver pour envahir la région. Donc il est décrit ici dans le premier couplet simplement l'ouverture de cette frayeur en attendant l'arrivée des chiens de Gounel. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, on comprend cette idée du langage, il y a eu Magma avant vous, etc., donc il y a eu le cobayen, etc., mais vous êtes dans une écriture aussi. Autrement dit, ce langage est à la fois articulé, mais il est aussi écrit. Comment est-ce qu'on se retrouve et comment est-ce qu'on invente ce vocabulaire ? Moi, mon idée, elle était pas vraiment de créer quelque chose de musical, puisque cette chose-là existe sans la musique. La musique, ça me permet de lui créer comme un écrin, ou d'enfermer ça dans la musique, ou ça me permet de lui donner une légitimité, en fait. Donc, on a un système qui fonctionne grosso modo avec un certain nombre de mots de vocabulaire qui s'articulent avec des enclises, des particules enclitiques qui vont indiquer où vont se trouver le verbe, le complément d'objet, le sujet dans la phrase. Donc, par exemple, ici,
Timur Rajev, ça vient s'écrire jusqu'ici, et c'est censé représenter cette frayeur dont je vous parlais tout à l'heure. Bla étant la particule qui indique qu'il s'agit là du sujet de la phrase. Tila ndat plavij, à cause de cela, je n'arrive pas à maintenir mon calme, etc., etc. Ce vocabulaire, vous en êtes le seul propriétaire, le seul dépositaire? Je dirais qu'aujourd'hui, oui. Mon idée était de donner une forme presque palpable avec cette écriture à quelque chose qui revenait de façon systématique et que je ne comprenais pas bien, en fait. Pourtant, vous êtes musicien. Pourtant, vous avez une voix qui est un instrument à part entière. Moi, comme j'ai appris tout seul, je m'intéresse vraiment profondément au travail vocal et je travaille ça depuis tout le temps et je m'en sers comme d'un outil. Mais de là à me dire que je suis musicien, je ne suis pas certain parce qu'aujourd'hui, je ne me sens pas vraiment capable, par exemple, d'accompagner quelqu'un d'autre je me sens juste capable de faire mon travail à moi. C'est pas comme Pierre Le Bourgeois, par exemple, avec qui je travaille, qui lui accompagne plein d'autres gens. Lui m'accompagnait au début, puis là, on commence plutôt à faire quelque chose d'un peu comme un travail d'un groupe. Lui est vraiment plus musicien que moi. Ce que vous êtes en concert, Festival des Vieilles Charrues, c'était fin juillet dernier, à Carhaix, en Bretagne. Ce que vous êtes et ce que donne ce langage avec votre musique. Dallas de Black a été chassé par celui qui était Steve Gack. Au-dessus de la tête de Steve Gack planait le sentiment qui, apparemment, lui prouvait qu'il était le mandamás en personne. Quelque chose qui peut-être devait sonner comme suit. Oh. The black unveiled the path end, sustained our fate with nonsensical sentences. At the surface of the river glens, he said, "Whistle the taboos." Est-ce que vous pourriez commenter ces images? Je disais que là, j'écris beaucoup en langue anglaise aussi. Et puis, c'était un peu grand pour moi, cet endroit-là. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de scène fermée. C'est vraiment là que je me sens le plus à l'aise. Là, j'étais pas vraiment à l'aise. Et puis, jouer les jours, c'est quand même pas pareil. C'était pas facile, mais les gens étaient sympas. Vous travaillez en intérieur? Oui, toujours. Dans des boîtes fermées? Oui, très souvent. J'aime bien travailler dans le noir. Rien de bien morbide, mais c'est juste que c'est bien là que je me sens le mieux, au calme. Et sur scène, lorsqu'on n'est pas à l'extérieur comme ça, la dynamique est nettement plus large. On peut faire de vrais pianissimos et créer une vraie pente ascendante entre un pianissimo et un fortissimo. Dans ce genre de lieu comme ça, en extérieur, tout est très réduit. On doit envoyer le boulet, souvent, comme on dit. Donc. Alors que dans une salle, on peut rendre les gens un peu plus calmes, on peut vraiment être très très proche des oreilles des gens. C'est vraiment ce que j'aime faire. Après, je sais que c'est une opportunité de pouvoir jouer dans ce genre d'endroit, mais c'est pas une fin en soi pour moi. Nosfell, vous êtes dans un monde qui est extrêmement singulier. Peut-on avoir des éléments de contexte et des éléments d'amont? Vous venez d'où? Comment est-ce que vous naissez à la musique? Et comment est-ce que vous naissez à l'invention d'un langage?
comme je disais tout à l'heure, ce langage, moi, j'ai voulu l'enfermer dans la musique, j'ai voulu le capturer, je dirais, dans la musique, pour lui donner une forme. Non, c'est pas ma question. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette nécessité d'un langage? Cette évasion qui est finalement un chemin de traverse que vous prenez à un moment de votre parcours. Vous avez 27 ans. Oui, c'est ça. Et avant 27 ans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 27. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez éprouvé ce besoin de prendre un chemin de traverse qui dit langue, qui dit voix, qui dit musique? J'ai pas vraiment étudié la question, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête dont j'ai besoin de me débarrasser, des choses qui sont assez entêtantes et qui m'empêchent d'avancer. Je peux pas vraiment vous dire, par exemple. La famille, des amis, une scolarité qui fonctionne pas, un pays qui ne vous aime pas. La scolarité, par exemple, oui, ça peut être un bon exemple. J'ai énormément de mal. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était que la méthode, comment mettre en place des idées et des paragraphes. J'ai jamais su être concis dans mes idées et je sais que je perdais énormément de temps, par exemple, avec la ponctuation. La ponctuation me fascinait, pourtant j'arrivais jamais à lui donner une forme cohérente. C'est-à-dire que je n'ai jamais su utiliser la ponctuation correctement. Il m'arrivait parfois de mettre 3 points au lieu d'en mettre 2, parce que j'avais besoin d'une sorte d'équilibre. Ou de former des paragraphes qui paraissaient un peu... prendre une forme un peu abscon comme ça, mais parce que tout ce qui m'intéressait, c'était simplement l'esthétique du paragraphe. C'est qu'il fallait que tout soit symétrique. Donc je crois que j'ai eu besoin peut-être à un moment de trouver une forme qui puisse me convenir et puis qui puisse me permettre de me débarrasser des choses qui étaient entêtantes. Et je trouve que la musique, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai souvent des mélodies, des choses qui tournent un peu dans ma tête comme un ostinatique, un ostinato, pardon, que j'ai besoin vraiment dont j'ai vraiment besoin de me débarrasser. Je vais essayer de lui trouver une forme cohérente. Donc, les techniques d'enregistrement, pour moi, j'y suis venu assez tôt, en fait, vers l'âge de 15 ans. On m'avait prêté un enregistreur cassette où je pouvais me débarrasser de toutes ces choses-là. Et je considérais ça vraiment comme un exutoire, parce que ça me permettait de me débarrasser des choses qui étaient entêtantes. Mais plus je m'en débarrassais, plus il y en avait de nouvelles. Ostinato, Louis-René Desforêts, c'est étrange parce que je voulais vous proposer Pierre Guyotat, Progéniture, avec un CD chez Gallimard, et c'est aussi quelqu'un qui invente un langage. On parlait du cobayen tout à l'heure et de Magma, par exemple, mais là aussi, il y a un langage qui est une littérature. Et j'ai été très surpris quand vous êtes arrivé tout à l'heure avec votre carnet que je ne connaissais pas. Et là, on a un langage. Et Guyotat dit ceci dans l'émission Océanique, c'était en 1989. Ma liberté personnelle dans la formation de ma langue française, de mon interprétation de la langue française, et se fait dans les limites au possible, hein, dans les limites de l'étymologie latine, par exemple. C'est-à-dire que je n'irai pas, je travaille à partir de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le garde-fou, d'une certaine façon, limite. Relisons, ravage mon fils, ton fille, d'ac mon Dieu, mon père, cachadus. Le ravin de notre madorsa, saillit me saptant, sans tache mon paletot. Ma tablette, ta loi qu'éclate au pierre du gouffre. Mon Dieu, mon père, gère mon ventre, grossira la paroi, te crispe tes orteils. Pour me rentrer mieux. Pour me rentrer mieux. Mieux. Est-ce que ça vous parle quand vous voyez Guyotat et
pourrez lire son livre tout à l'heure, parce que je vous le laisserai, mais est-ce que ça vous parle, ces gens qui ont besoin de s'écarter du langage commun? Ça me rappelle des choses des échanges que je pouvais peut-être avoir avec mon père, ou des choses que je ne comprenais pas vraiment, mais qui revenaient de façon systématique. C'est amusant. Des choses qui étaient forcément absurdes, puisqu'elles n'avaient aucun rapport avec la façon de communiquer avec les enfants ou avec les gens dans la rue. Une façon de communiquer dont je percevais qu'elle était pas, je dirais, normale. Pourtant, elle revenait tout le temps. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce que vous dit votre père? Voilà, c'est ça. Et donc, j'essaye de trouver des points de repère, forcément. Puisque je n'ai pas vraiment le choix. Je dois écouter, je dois être présent pour voir ce qui se passe vraiment. Donc, je dois trouver des repères pour ne pas être perdu. Et je pense qu'au fil du temps, j'ai besoin de me créer mes propres repères de façon à ne pas sombrer dans quelque chose. Où avez-vous appris à parler français? Parce que votre langage est extrêmement structuré, donc on comprend peu que vous ne compreniez pas ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il y a un moment où mon père est parti. Donc, bon, peut-être. Et puis bon, moi j'ai grandi ici, donc quand même. Est-ce que vous entendez des sons ou est-ce que vous entendez des mots? Autrement dit, est-ce que vous entendez une musique déjà? Vous voulez dire que lorsque j'entends mon père, par exemple? Oui, quand votre père vous parle. Non, j'entends des mots avant tout. J'entends des mots, j'entends comme des idées et des principes, j'entends des images en fait. J'entends des couleurs et elles forment un tableau, une scène, elles forment un tout. Elles ne forment pas juste des mots comme ça, elles forment un début, un milieu, une fin, mais avec tout un tas de choses imbriquées qui sont vraiment dépendantes les unes des autres. C'est peut-être pour ça que parfois dans cette langue, ou ce langage, ou plutôt ce dialecte, au sens péjoratif du terme, puisque ça n'a pas les mêmes prétentions qu'un langage, chaque mot n'a presque pas de valeur pour lui-même. Comme un Lagavulin 16 ans, par exemple. On ne peut pas mettre d'eau dedans. Il aura de la valeur pour lui-même, alors qu'un mauvais whisky, on pourrait mettre de l'eau dedans. Pomaï. Pomaï et Klokochaz et Abalek. Ça, c'est le titre de votre album. Oui. Il a d'abord été autoproduit. Oui. Aujourd'hui, il est repris par un label. Est-ce que vous pourriez me parler de votre monde? Quels sont ces personnages que vous inventez? Dans quelle contrée, dans quelle région, dans quel pays se déplacent-ils? Et que disent-ils s'ils avaient sinon une morale, du moins une philosophie à développer? C'est important pour moi que ces personnages-là n'aient pas vraiment de morale à proposer, parce que je me dis que... Une philosophie. Hein. Oui, une philosophie, oui. Alors après, j'en suis pas vraiment conscient, mais ce qui est intéressant pour moi, en tout cas aujourd'hui, sur scène, dans la façon de le présenter, c'est de le présenter de façon géographique. La géographie et les points de repère géographiques sont des éléments qui sont très importants et très présents dans ma façon de raconter les histoires. Et je présente surtout des personnages qui sont importants dans l'histoire de l'endroit. Dans l'endroit qui est Klokochazia, j'aime bien dire qu'il s'agit là d'un endroit plus qu'un pays. Klokochazia, hein, c'est votre pays, c'est la contrée. C'est cet endroit, oui. Et donc, par exemple, parfois, là, ce qu'on a vu tout à l'heure aux Vieilles Charrues, c'était... il y avait Stef Gak, qui était le gérant d'une région, qui est Chimdega, et qui a, dans un moment peut-être de folie ou alors de clairvoyance, il pensait qu'il était le mandamase en personne. Et le mandamase est une sorte en réalité d'esprit qui viendrait à l'intérieur de soi lorsqu'on aurait besoin d'accomplir ou que quelqu'un d'autre aurait besoin d'accomplir quelque chose. Par exemple, ça peut être quelque chose d'assez simple, comme un bon plat, par exemple, ou alors réussir toute une vie, je ne sais pas. Mais c'était bien prétentieux de sa part que de prétendre une chose pareille, parce que lui, il prétendait être le mandamase en chair et en os, et ça lui a valu de perdre nombreux de ses amis ou de gagner du vide à la place de ses amis. D'où... Nosfel, quels sont... votre prénom, c'est Labiala. Labiala. Qui veut dire qui veut rien dire de spécial. Il y a en Klokobets le mot labianite, veut dire le renard, mais c'est pas vraiment lié.
Vous avez une tête de renard. Peut-être. Quelqu'un qui cherche, en tout cas. Hein. Ah oui, en tout cas. Quelles sont vos références musicales? Bon, elles ne sont pas très nombreuses, mais puisqu'on parlait de mon enfance, il y avait un peu de choses qui étaient un peu... chez moi, grosso modo, il y avait une collection de disques qui étaient un peu des disques qui me paraissaient un peu surréalistes, puisqu'il s'agissait d'artistes dont je ne pouvais pas lire le nom, puisque les pochettes étaient écrites, étaient imprimées dans des langues que je ne comprenais pas. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'artistes indiens ou extrême-orientaux, ou des gens du Moyen-Orient, beaucoup de chanteurs du Maghreb, par exemple. Mais aussi, peut-être, pour cultiver un peu ce mystère-là, je n'ai jamais vraiment voulu savoir de qui il s'agissait. Donc il me reste encore quelques cassettes et quelques disques chez moi, mais je ne veux pas savoir qui c'est et jamais écouté cette musique. Et il y avait une autre partie qui était une sorte de fascination pour un peu la musique d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche. Donc j'ai grandi avec Neil Young, Nick Drake, Johnny Mitchell, ou les Who, ou les Kings. Prince, j'imagine. Un peu Prince, ouais. Zorn. John Zorn, oui, bien sûr. Oui. John Zorn, ça c'était plus moi qui m'étais débrouillé pour trouver ces disques-là dans les années 90. Et Steve Reich? Et Steve Reich, oui. Ça, ce sont des choses que moi j'ai découvertes moi-même. J'ai été passionné par la musique de Steve Reich et son travail sur les musiques répétitives. Et j'ai découvert Steve Reich avec Different Rain, qui est pour moi... Extrait de l'opéra The Cave. Steve Reich, c'était en 93, c'était à la Maison des Arts de Bobigny. Musique. Even in some very clumsy or momentary way. Momentary way. Commentaire sur cet extrait? Je ne le connaissais pas. Mais je suis épaté de le voir. Ça vous parle? Vous avez dit, alors, on parlait des références Zorn, Led Zepp, enfin les Zeppelin, Led Zeppelin aussi, j'imagine. Bien sûr. Et vous dites aussi cette chose, John Coltrane a touché Dieu. Ah, j'ai dit ça? Bon, d'accord, c'est la presse. Non. Chaque fois, je me fais... Non, mais c'est possible que j'ai dit ça. Coltrane, il avait un peu cette... Il vouait son corps à la musique, véritablement. Il avait une espèce de transfiguration qui est passionnante et qui est quand même peu commune chez les musiciens. Donc, quelque part, j'imagine des fois, c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais je me dis qu'il est allé vers une sorte... Oui, il est allé vers un dieu, quoi. Parce qu'il est mort de cette façon-là, il s'est sacrifié quelque part pour ça, pour une espèce de cause musicale qui peut être représentée comme ça, comme une divinité. Dans votre technique musicale, quand vous êtes sur scène, vous auto-samplez, c'est-à-dire que vous vous écoutez et puis en direct, vous reprenez votre sonorité, votre voix, et vous la réinjectez pour en jouer à nouveau. Voilà, c'est ça. C'est une mise en abîme. Oui. D'ailleurs, cette idée-là m'est venue du travail de Reich, dont on a vu, ou de Philip Glass, puisque ont beaucoup travaillé sur les musiques répétitives. Et moi, je voulais trouver un moyen à partir du moment où j'avais toujours ces ostinati comme ça qui tournaient, d'essayer d'en faire quelque chose et de leur donner comme ça une texture harmonique, de pouvoir les empiler, de pouvoir jouer sur des polyrythmies ou des polyphonies. Et je trouvais que trouver une machine qui puisse me permettre de faire ça en direct, c'était une idée qui me semblait plutôt bonne. Avant de demander à Hélène Darroze ce qu'elle a entendu de ce que vous avez dit, j'ai peut-être une dernière question. Oui.
qui est spontané, parce que je ne l'imaginais pas, mais je me disais là, il faut que je lui demande quel est votre contact à la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité pour vous? C'est la rue, c'est La réalité, c'est le journal télévisé, c'est les responsabilités. manger des fruits, je sais pas. Je crois que ce sont les responsabilités. Les responsabilités. Je sais pas, les responsabilités familiales, ces choses-là. Vous avez une famille? Des enfants? Non, j'ai pas de famille, mais j'ai des frères et sœurs, des choses comme ça. Hélène Darroze, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Je n'ai Nosfell? pas tout compris, notamment tout ce qui concernait la musique, tous ces mots un peu barbares, ça, je n'ai pas très bien compris. Simplement, ce que j'ai ressenti, c'est son invention. Ouais, ce que j'ai ressenti, c'est quelqu'un de très sincère. Enfin, moi à mon avis, c'est pas quelqu'un qui joue un jeu, ça c'est absolument évident. C'est quelqu'un de très attachant. Mais j'ai peur qu'il soit très seul, mais peut-être que ça le rend heureux comme ça, je sais pas. Je suis pas sûr d'être seul. Non. Non, bon, alors tant mieux. Ça dépend des moments. Et puis je me sens bien comme ça aussi. Oui, mais c'est sans doute, ça se voit, mais en tous les cas, moi, je vous trouve très attachant. Donc un peu moins seul, si attachant. On vous écoute. Premier extrait de. Alors, allez-y, dites-le, parce que j'ai pas encore. Pomaïe Klokochaz et Abalek. Ça vient d'un idiome, Klokobets. Et le premier titre est Sladinji. Sladinji, The Grinning Tree, qui est à la fois en anglais et en Klokobet. Et ça veut dire, ça nous situe où? Sladinji était le nom d'un arbre qui était sur une presqu'île qui, elle, porte le nom de Slemdemaz, au nord-est de Klokochaz. Musique et cadeau. Bim, Gus, Love, Put. Chill, don't you tell, sugar off, so bill, papa, jigga pop, I am a combat. Chill, don't you tell, sugar off, so bill, papa, jigga pop. Thursday I got I saw my luck the moment I woke up in this hole. Cool and wet, hay shop, muddy tree I've been slipping next to. And the melting veil came through my brains like thrusting fingers of the grinning ape. The real combination of phonetic attractions. Chill, don't you tell, sugar off, so bill, papa, jigga pop, I am a combat. Chill, don't you tell, sugar off, so bill, papa, jigga pop. Thursday I got this emotions haunting me. He said the young slut in she's surrounded by this bittersweet veil crusty skin grabbing close. He feels on. A smooth flickering tongue came licking his thumb as the sweet blood dripped over the woman. Spider is spinning its home as Sladinger's building his own trap. And the melting veils threw through those brains like the lifting fingers of the grinning ape. The papa resurrection of a cosmically complexion. Chill, don't you tell, sugar off, so bill, papa, jigga pop, I am a combat. Chill, don't you tell, sugar off, so bill, papa, jigga pop. And I got this emotions haunting me. He said the young slut in she's surrounded by this bittersweet veil crusty skin grabbing close. Emotions haunting me, said the young slut in she surrounded by this bittersweet veil crusty skin grabbing close.
La voix, le corps de Nosfell et la complicité amicale et ancienne de Pierre Le Bourgeois au violoncelle. Hein. Oui. Merci Nosfell. Hélène Darroze, il y a de la sensualité dans ce qui vient d'être dit. Ça, je trouvais ça très beau, oui. Et dans ce qui vient d'être joué aussi. Et la sensualité, c'est votre sujet, puisque vous êtes restauratrice. Cuisinière, oui. Cuisinière, vous n'êtes pas chef, vous êtes Hélène. Je suis cuisinière, oui. Cuisinière. Et vous commettez un livre, c'est le premier. Oui. Qui n'est pas un livre de cuisine, qui est un livre de sensualité. Si, c'est un livre de cuisine, parce que c'est un livre qui a quand même que 180 recettes et qu'on peut refaire à la maison et qui donne des directives pour bien faire des petits plats. Vous l'installez autrement? Vous l'installez? Oui, je l'installe dans l'histoire d'une femme amoureuse et qui parle de cette passion qu'elle vit avec un homme. Pourquoi voilà. est-ce aussi important? Tout simplement, comme je le dis souvent maintenant et comme je l'ai écrit dans l'avant-propos, parce que pour moi, cuisiner c'est vivre et vivre c'est cuisiner et que les deux sont tellement liés, la vie, l'amour, la cuisine, etc. Pour moi c'est un tout, je suis faite de ça et c'était important pour moi de le dire et de le montrer et voilà, tout simplement. Il est vrai qu'en ce qui concerne l'influence des états émotionnels sur le comportement quotidien, les spécialistes ne peuvent trouver meilleur cobaye que moi. J'ai une sensibilité à fleur de peau que j'appelle souvent sensiblerie tellement elle est exacerbée. Même si j'essaie souvent de le cacher et de me maîtriser, je suis très vulnérable en matière de sentiments, quels qu'ils soient. Alors il est évident que toute émotion qui me touche rejaillit systématiquement sur mon travail. L'exemple le plus significatif est la réalisation de cette tomate farcie que j'ai faite le soir de la mort de ma grand-mère. J'étais dans un état de souffrance, de révolte et de chagrin qu'il est impossible de décrire, mais qu'il est facile d'imaginer pour quiconque a perdu un être cher. Et à cet instant-là, je ne savais pourquoi. C'est à travers la préparation de cette tomate que j'ai extériorisé ces émotions et que ma souffrance a éclaté. Je me souviens encore des compliments de ceux qui ont mangé la tomate ce soir-là dans mon restaurant, mais s'ils avaient su à quel point elle sortait de moi et de ce que je vivais, etc., etc., j'ai depuis réalisé que les farcis, qu'ils soient tomates, aubergines, pommes de terre ou oignons, étaient un des plats favoris de ma grand-mère. Il y a les mots au-delà de la cuisinière. Il y a une belle pratique des mots. Ça, oui, ça c'est ce que, enfin, il paraît. Moi, je sais pas moi, c'est pas moi qui peux dire ça. Oui, il s'est avéré qu'une fois que j'avais écrit tout ça, on a trouvé ça bien écrit et oui, mais j'avais sans doute besoin de mettre des mots sur ce que j'avais vécu avant et puis voilà. Par rapport au temps de travail d'une cuisinière et au temps de travail de l'écriture. Question sur la possibilité de manager les deux. Il se trouve que je vous ai rencontré la semaine dernière chez un restaurateur et que je vous sentais très troublé parce que vous aviez dû quitter votre cuisine. Et donc je me dis, quand vous devez quitter la cuisine pour l'écriture, j'imagine aussi que ça n'a pas été facile. Ça coince. Non, ça n'a pas du tout été facile et je l'ai quitté le moins possible, même si à un moment donné, parce j'avais des impératifs, il fallait rendre la copie, comme on dit, et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu 3 mois où j'ai beaucoup été absente. Aujourd'hui, j'ai une organisation dans mon travail quotidien, dans mon restaurant, qui fait que j'ai des responsables un peu à chaque poste. Et il y a des moments où je peux donc m'absenter. Ce qui est important pour moi avant tout, c'est d'être là au moment clé, c'est-à-dire quand on envoie les plats le midi, le soir. Et donc là, j'ai essayé d'être absente le moins possible, mais ça n'a pas été évident quand même sur les 3-4 derniers mois avant la sortie du livre. Vous cherchez midi. Ouais. Mais c'est vrai que je dois dire que depuis, disons, ces 3 dernières années, toutes mes vacances, tous mes week-ends, ils sont passés dans l'écriture du livre et puis dans la réalisation des photos et dans tout ça. Pour vous situer, à l'origine, vous êtes d'une grande famille de cuisiniers. Il y a beaucoup Je suis la 4e génération. Il y a beaucoup de générations. Il y en a 4. Subdeco pour les études, puisqu'il fallait gérer l'entreprise. Puis l'entreprise. Oui, il fallait faire sur quelque chose, surtout. À l'époque, quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je savais pas si. Certainement, en tous les cas, ça ne m'était jamais venu à l'esprit que je serais un jour cuisinière, ça c'est sûr. Donc il fallait gérer l'affaire. Vous reprenez l'affaire de. Je voulais faire des études assez.
je voulais faire des études assez larges, enfin qui menaient un peu à tout, qui m'auraient permis de faire un peu... voilà, parce que je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire à cette époque-là. Et après, à la fin de Subdeco, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe d'Alain Ducasse dans les bureaux au niveau administratif, même si j'ai commencé par un stage de 3 mois où là, en effet, j'ai commencé à être titillée en me disant mais est-ce que tu n'es pas passé à côté de quelque chose? Voilà, donc ma question c'était est-ce que vous avez toujours eu un contact fourneau? Ah oui, depuis toute petite, j'ai cuisiné. Ça, je ne sais pas m'en souvenir moi, maman le raconte mieux que moi, mais depuis toute petite, j'ai commencé à cuisiner et j'ai toujours fait de la cuisine dans ma famille et ça c'est sûr, oui. Oui, je suis née dedans, j'ai grandi dedans. Aujourd'hui, vous vous revendiquez comme chef d'entreprise. Alors, Subdeco, j'imagine que ça aide à gérer les comptes, mais dans votre restaurant à Paris, alors que initialement vous aviez repris la maison familiale et que financièrement ça n'a pas forcément fonctionné. Oui, et puis il y avait d'autres raisons. Que je ne vous demanderai pas, mais elles existent, j'imagine. Mais donc vous arrivez à Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, là où sont les branchés, l'édition, etc. Donc, est-ce que c'est un changement de culture? Est-ce que les clients sont les mêmes? Non, le public n'est pas du tout le même. Non, le public, déjà, il est beaucoup plus dense, beaucoup plus nombreux et il permet beaucoup mieux de s'exprimer, c'est évident. Le public est plus ouvert, le public est plus... Je me suis vraiment révélée à ce moment-là. Les 4 années que j'ai passées dans les Landes, dans la maison de papa, elles étaient nécessaires et elles ont été absolument bénéfiques parce que c'est là que je me suis fait la main. J'avais pas eu d'apprentissage avant. Et donc mon père m'a laissé son outil de travail comme ça entre les mains et m'a dit bah, écoute, vas-y, fais tes armes. Débrouille-toi, cuisine, essaie-toi ce que tu as envie de t'essayer. Et donc j'étais très chanceuse d'avoir un papa aussi généreux en fait. Mais ça n'empêche que je n'avais pas le public pour vraiment recevoir ce que j'avais à dire parce qu'il n'était pas très nombreux et puis surtout quand on est dans une histoire de famille, dans une histoire de terroir peut-être. Conflit de génération. Ça ressemble un peu. Hein. Conflit de génération. Surtout par rapport à ceux qui viennent et qui attendent de trouver. Oui, voilà, c'est ça. J'avais besoin d'un public beaucoup plus large et je ne le trouvais pas là-bas, c'est certain. Tandis que Paris me l'a donné et puis très vite, très rapidement et très généreusement. Vous êtes chef d'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure. Votre restaurant est situé à Paris. Donc, je suis chef d'entreprise par la force des choses. Oui, j'aimerais n'être que cuisinière. Ça, c'est certain, mais bon, aujourd'hui, j'ai une entreprise avec des emprunts sur le dos et puis une 50aine de personnes à manager, enfin une 50aine de collaborateurs qui m'assistent dans mon travail. Donc là, oui, l'entreprise, elle est là. 2 restaurants, un en haut, un en bas. 2 points de restauration. J'aime pas. Pour moi, c'est vraiment le même restaurant, mais on y fait de la cuisine différemment dans les 2 endroits. Et vous êtes toujours au fourneau, hein? Ouais. Le plus souvent possible. Je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, c'est plus moi qui cuis la viande ou qui assaisonne la salade. C'est pas vrai, j'ai plus le temps. C'est devenu un peu trop grand pour moi. Ça vous stresse ? Non. Je suis là au moment où il faut. C'est-à-dire que je suis là, avant d'être là, j'étais. Vous êtes arrivé en retard d'ailleurs. Oui, désolée. Mais bon. Voilà, quoi, j'y suis le plus possible, mais heureusement, parce que si j'y étais pas, mon restaurant n'existerait plus. Moi, c'est ce qui me rend heureuse. C'est mon bonheur d'être dans la cuisine et de partager avec mon équipe et puis après avec mes clients. Voilà, le jour où je ne serai plus dans ma cuisine, il n'y aura plus de restaurant Hélène Darroze. On règle le côté femme alors qu'on vous regarde un peu tenir le manche de la poêle. Il y a peu de femmes qui soient étoilées. Michelin, quoique parfois le Michelin est contesté dans la manière de fonctionner, mais peu importe, je veux dire qu'il y a là... de toute façon, il y a peu de femmes étoilées ou il y a peu de femmes reconnues en tant que... Oui, la mère Brasier à Lyon, Anne-Sophie Pic à Valence, Guylaine Arabian qui est... Oui, Reine Samu, Nicole Fage-Galtier, bon, il y en a quand même une petite quinzaine, il faut quand même... Le fait que vous n'aimiez pas qu'on vous appelle chef, mais que vous demandiez qu'on vous appelle Hélène, à avoir avec ce rapport d'un métier qui... J'aime pas du tout le côté dictatorial et militaire qu'on peut donner à notre métier parce que je pense que ça n'a plus lieu d'être, même si ça a peut-être été à un moment donné. Et puis j'ai un prénom. Mon prénom, c'est pas chef. Mon prénom, c'est Hélène. Je sais pas comment on vous appelle dans la rue. On vous appelle présentateur de télé ou je sais pas. Non. Donc
Non, la dernière fois qu'on m'a demandé est-ce qu'on s'est rencontrés sur un stage de plomberie. Non, donc ça n'avait rien à voir. Non, j'ai un prénom et c'est pareil. Je ne vois pas le gamin qui est chez moi et qui est apprenti, je ne l'appelle pas apprenti, je l'appelle par son prénom. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne m'appelle pas par mon prénom à moi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement naturel. C'est le contraire qui ne me semble pas très naturel. De toutes les nuits que j'aurais passées dans tes bras, cette nuit-là restera pour moi la plus belle. Nous nous sommes aimés en contenant nos désirs, nous nous sommes aimés en nous respectant, nous nous sommes aimés le plus purement et le plus sincèrement possible. Notre plaisir a été sublimé par la retenue que nous y mettions. Je sais que pour toi, cette nuit restera gravée à jamais. Tu en reparles si souvent. Je sais qu'elle a été à la fois souffrance et jouissance. Je sais par contre quel souvenir tu en garderas. Ce souvenir n'appartient désormais qu'à toi. Quant à moi, je sais qu'avant tout, ce qui me restera de notre première nuit d'amour est le souvenir de baisers délicieux et le goût d'une truffe bien mûre. Ça, c'est votre première nuit. C'est la première nuit que j'ai écrite. La première nuit, c'est la première nuit que votre narratrice écrit. Voilà, exactement. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous vous adressez à cette passion, à cet homme réel ou supposé que vous imaginez. En tout cas, on sent de toute façon des éléments autobiographiques. Oui, j'ai souvent été amoureuse, il n'y a pas de problème. Je l'assume complètement. Dans cette affaire. Et dans la manière du livre, il y a cet enchevêtrement entre le plaisir de bouche et le plaisir des sens, de manière beaucoup plus générale, à telle enseigne que vous utilisez systématiquement le tutoiement. C'est-à-dire que quand vous donnez votre recette, vous dites « oui, mais tu prends ». Oui, mais parce que c'est en fait cette jeune femme qui continue à parler à l'homme qu'elle aime. Quoi. La recette, c'est toujours... Ça s'enchaîne dans le récit. C'est pas moi qui parle véritablement au lecteur. C'est toujours cette jeune femme qui continue à parler à l'homme qu'elle aime et elle continue les recettes, au lieu de lui donner simplement comme une fiche technique bête et banale, elle continue à lui parler avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de sensualité, en y mêlant encore beaucoup d'elle-même, de sa vie personnelle, de ses émotions. J'ai lu que quand vous aviez le temps de lire un peu, c'était Anna Gavalda, BHL par exemple, c'est vrai ? Ouais, Anna Gavalda, oui. Anna Gavalda, on est un peu copines, donc voilà. Oui, je lis beaucoup. En ce moment, je lis John Irving. J'adore Romain Gary. Oui, je lis. Le problème, c'est que voilà, j'ai pas le temps. Et puis moi, j'aime tellement lire. Enfin voilà, que quand je commence un livre, après, ça m'est très difficile. Et bon, ça m'est très difficile de pas continuer quand je suis prise dans les choses. Et donc, le soir, je rentre tard déjà du travail. Et si en plus, je dois me mettre à lire et tout, donc du coup, en ce moment, du moins, je me raisonne et je me dis, ne lis pas parce qu'après, je suis fatiguée. Apostrophe, 13 juin 1975, Romain Gary parle de son livre « Au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable ». Extrait. À l'approche de la soixantaine, un industriel très riche se pose des problèmes, notamment, il sent venir l'impuissance, c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il sent venir la peur de l'impuissance, l'angoisse, il saute de plus en plus à l'angoisse. Mais je vous dirais que le choix, pour moi, de cette forme de finir une histoire d'amour, parce que j'ai d'abord voulu écrire une histoire d'amour, la vivre, puisque chaque fois que j'écris un roman, c'est pour vivre d'autres vies que la mienne. Il était important, comme ce fut important dans tous les sonnets et dans toutes les élégies amoureuses de l'histoire, de donner un côté condamné à finir. Parce que c'est ce côté qui souligne la beauté par son côté éphémère, qui souligne l'acuité de chaque instant de bonheur qui passe. Et j'ai choisi le déclin sexuel de cet homme, je vous l'ai dit, artistiquement, pour faire planer sur mes deux personnages, l'homme de 60 ans et la jeune femme de 21 ans, cette ombre noire de la fin, de la mort, qui essaye de faire ressortir l'acuité et la profondeur de vibration de chaque seconde qu'ils vivent ensemble. Commentaire ? J'ai pas lu ce livre-là, mais je vais le faire parce que
Un commentaire. La passion. Oui, la passion entre un homme et une femme. Et des extrêmes. Oui, voilà, les extrêmes de l'âge, ouais. etc. Bon, c'est ce qui est dans mon livre, en effet. Mais ça donne de très, très belles histoires. Hein. Mais c'est vrai que, comme Romain Gary, moi, je ne pouvais pas voir d'autres... J'ai essayé d'imaginer toutes les fins possibles, mais ça ne pouvait pas s'imaginer autrement que par une fin dans les larmes. Pour moi, mon amour, pour moi qui crois tant à l'amour, pour moi qui suis si sûr que l'amour est bien plus fort que tout, que l'amour est bien plus fort que nous, peux-tu trouver des réponses à toutes ces questions qui hantent mes nuits? Je t'en prie, toi que j'aime et toi qui dis m'aimer, apaise-moi, dis-moi. Dis-moi quelle est cette morale qui interdit l'amour, quelle est l'autorité qui interdit à deux êtres de chair et de sang de s'aimer, qui a le droit d'interdire à deux amants de vivre leur passion? Au nom de quelle loi peut-on empêcher un homme et une femme de se prendre par la taille dans une salle de musée, de s'embrasser au détour d'une ruelle, de se caresser la joue ou de plonger leurs doigts dans la chevelure de l'autre quand ils sont assis à la table d'un café? Pourquoi tous ces interdits? Parce que la passion que vivent ces deux personnes impose ces interdits-là. Ça me fait tout bizarre. Parce que l'un est marié et l'autre pas? Enfin, je sais pas, c'est pas dit dans le livre en tout cas, mais certainement qu'ils sont pas si libres que ça. Mais ça me fait tout bizarre de réécouter ce que vous êtes en train de lire, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas relu mon texte, parce que je sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à ce livre. Et donc ça me met... Enfin, je sais pas, ça m'émeut un peu. Un des chapitres s'appelle d'ailleurs Souffrance. Douleur. Douleur, pardon. C'est une scène assez difficile, ouais. Et puis il y a la cuisine quand même. Bah oui, c'est un livre de cuisine. Hein. Et c'est un livre de cuisine, on n'en a pas parlé. Non, mais vous voyez comme c'est intéressant et comme c'est étrange cette ambivalence de ce livre-là. Hein. La cuisine, Hélène Darroze, quand on s'intéresse à ce que vous faites, culte des bons produits, évidemment, mais ça c'est impensif. Ça c'est la base. Hein. C'est ridicule de le dire. Mais vous êtes du Pays Basque. Oui, je suis plus landaise que basque. Landaise, en fait, hein, voilà. J'ai une grand-mère qui était basque, oui, mais sinon toute ma famille est vraiment landaise. Qu'est-ce qu'on tient de landais? Alors, quand on a choisi, c'est dans l'ordre du livre, donc a priori c'est ce qui compte, l'escautoun landais. Ça, c'est un plat, oui, typique. C'est le patois d'un plat qui s'appelle l'escauton, mais c'est encore plus barbare qu'escautoun, je suppose, pour vous. Donc, en fait, c'est un plat à base de farine de maïs que l'on cuisine. Les barbares sont les bienvenus dans cette émission, c'est pas un souci. C'est un plat à base de farine de maïs qu'on cuisait tout simplement dans de l'eau, qui pouvait remplacer le pain dans certaines familles pauvres et qui se sert traditionnellement le soir de la tue cochon, mais qui est un espèce de truc très mastoc, très estoufite, là, comme on dit chez nous. Tout réinventé. Je l'ai un peu transformé. J'ai remplacé l'eau par un bon bouillon de poule au pot et je l'ai enrichi avec beaucoup de mascarpone. Et puis surtout, je l'ai rendu goûteux. J'ai introduit, alors ça dépend de la saison, du brebis basque. Bon, en ce moment, par exemple, c'est du vacherin Mont d'Or et c'est servi avec une râpée de truffes noires. Comment est-ce que vous changez vos cartes? C'est-à-dire que là, vous venez de parler de la saison, des évolutions. Toujours en fonction de la saison, ça c'est sûr. C'est la saison qui me guide, hein, c'est rien d'autre. Donc voilà, les changements, ils se font à peu près toutes les 6-7 semaines, parce que moi, j'aime pas trop rester. Là, par exemple, ce soir, c'est pour ça que j'étais en retard. Aujourd'hui, on changeait la carte. On changeait la carte et ça faisait... Oui, elle était là depuis à peu près fin octobre. Et j'en avais ras-le-bol, quoi. Je la supportais plus. Enfin, j'avais vraiment besoin de passer à autre chose. Depuis fin octobre, dites-vous? Oui. On est mi-décembre. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 mois et demi, ouais. Et vous changez les cartes tous les mois et demi? Oui, c'est ça. Ouais, toutes les 6-7 semaines à peu près, ouais. Et donc, je suis très très guidée par la saison. Je choisis d'abord des produits avant de choisir, avant de faire un plat. Ça fait pas une saison. Oui, mais bon, ça n'empêche que... voilà. Alors, parlons de la qualité de votre restauration. Vous êtes un 2 étoiles Michelin. L'addition n'est pas donnée, comme le veut l'expression. Non, mais on peut venir déjeuner chez moi pour 31,50 € le midi. Et ça, non, mais ça, je veux dire, c'est aussi... Voilà, c'est vrai que c'est cher, mais c'est vrai qu'il y a aussi des moments où c'est pas cher. Je pense à certains de vos éléments vitaux, comme la truffe.
Regardez, envoyé spécial, extrait février 2005, la truffe blanche, c'est Alba, vous en parlez, truffe mise aux enchères. Extrait. 1,50 kg. L'homme qui l'a trouvé lui fait une beauté. Et il y a du boulot avec sa trogne de patates boursouflées. Elle exhale un parfum puissant, un mélange d'ail, de foin, de parmesan. C'est parti. 31 000 $ à Moscou. 33 en Italie. 41 000 à New York. 41 Adjugé. L'acquéreur est cet homme, un restaurateur italien installé à New York. La truffe le rejoindra d'ici 2 jours. Rien ne filtre sur son lieu de naissance, car l'an prochain, d'autres repousseront exactement au même endroit. Commentaire sur cette chose magnifique, magique. La truffe blanche, ça reste un des produits qui, enfin pour moi, c'est un des summums du goût. C'est quelque chose que je trouve magique, mais bon, qu'il faut manger avec parcimonie et qu'il faut apprécier. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut manger tous les jours. Et après cette vente aux enchères, oui, j'en avais beaucoup entendu parler. Je n'avais pas vu les images. Bon, c'est un peu du folklore pour moi quand même. C'est un peu presque indécent, quoi. Vous êtes en contact avec ce qu'on pourrait appeler des artisans, enfin des spécialistes du bon produit. Et sur votre table, ça devient joue de bœuf de Chalosse, braisé au vin de Madiran, préparé comme un parmentier au topinambour à la truffe noire. Topinambour, c'est un souvenir de la guerre aussi, hein, ça a à voir avec ça. Ou crème glacée à la truffe noire du Périgord, biscuits et sauce au chocolat Rio Guyanas, recette mise au point par Kirk. Pardon, Kirk. Tous les desserts aujourd'hui, depuis 2 ans que Kirk travaille avec moi. C'est votre chef pâtissier. Voilà, tous les desserts aujourd'hui, c'est Kirk, c'est plus moi, parce que sinon, je sais que si je commence à m'en mêler, il n'aimerait pas, il partirait, et j'ai pas envie qu'il parte. Saumon sauvage de l'Adour mariné façon gravlax, tomate confite, capre à queue et fleur d'ail. Gravlax signifie saumon enterré, méthode de conservation, etc. etc. Véritable babin imbibé d'un vieil armagnac. Ça, c'est un de mes desserts, par contre. C'est le seul qui reste. Ça, c'est le dessert qui reste. Et puis, il y a la famille, hein, il y a le frère, il fait de l'armagnac. Et donc, voilà, il faut bien utiliser les racines, la culture. les racines. Poulet des Landes fourré de coquillettes au foie gras et rôti au four. Ça, c'est un plat qu'on ne trouve pas trop au restaurant. Hein. C'est vraiment un plat familial plutôt. Et voilà. Alors, sur justement, peut-être pour terminer, la notion de famille, la notion d'amitié, vous tuez le cochon, en tout cas vous regardez tuer le cochon, même si ce n'est pas agréable de voir gicler le sang. Vous avez, semble-t-il, un solide sens de l'amitié. Oui, moi la famille, les gens qui me sont proches, ma bande, comme je les appelle, qu'ils soient famille ou qu'ils soient amis, je le dis et je le redis, mais mes collaborateurs d'ailleurs font partie de ça. Pour moi, je ne serais rien sans ces gens-là. J'ai besoin d'eux pour vivre, pour m'exprimer, pour être... ça, en effet, et leur donner du bonheur est pour moi quelque chose qui est très très important. Parmi eux, il y a un homme qui fait des pâtisseries, il s'appelle Pierre Hermé. C'est mon meilleur ami. Le meilleur ami. Il a tout dans la tête. La souplesse d'un chocolat, le croustillant d'une meringue, la saveur d'une noisette. Le reste n'est qu'assemblage, association de goûts, juxtaposition d'idées. Donc là, la tarte au chocolat, on met un disque de biscuit chocolat sans farine qui rend la tarte un petit peu moins écœurante. Ce biscuit donne un peu une respiration dans la dégustation. La deuxième couche de ganache. Ensuite, il y aura des morceaux de nougatine aux éclats de fèves de cacao qui est légèrement assaisonné avec de la fleur de sel et du poivre noir sarawak. Tout ça pour faire un contraste de saveur entre le salé et le sucré. Alors en fait, comme le sel il vient comme ça par petites piques, par petites touches, jamais ça sature. C'est-à-dire que jamais le cerveau il pense salé, quoi. C'est juste des petites surprises, des petites piques. J'aime bien travailler sur ces surprises dans la dégustation. Surtout ne jamais habituer les gens, hein, toujours les exciter sans leur
sans leur donner l'envie. Les amis dont vous dites que quand vous êtes sortis de votre restaurant, si vous les réunissez par hasard le dimanche soir ou chez vous dans les Landes, vous leur faites des pâtes. Je leur fais des plats de partage. Oui, des pâtes souvent, oui, mais des plats de partage, c'est-à-dire que c'est un plat qu'on met au milieu de la table et où chacun peut se servir comme il veut. Et oui, c'est ce que j'aime beaucoup cuisiner, en effet. Ouais. 2 questions, Hélène Darroze. Personne ne me volera ce que j'ai dansé. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ? Parce que il faut lire le livre et notamment le dernier chapitre pour comprendre, puisque cette belle histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, se finit par une rupture et la jeune cuisinière dit à cet homme je m'en vais, c'est fini maintenant, mais ça n'empêche que ce qu'on a vécu ensemble, malgré tous les interdits, comme on a dit qu'il y a pu avoir, malgré tous les jugements qu'ont pu porter certains, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, etc. Peu importe ce qu'on en pense, ça ne regarde que nous et ça nous appartient et personne ne nous le volera. Et puis à côté de ça, moi, la cuisinière, je dis, c'est pareil, j'ai fait des choix en matière de cuisine, en matière, j'ai quitté les Landes, j'ai fait des choix, ils ont été critiqués, ils ont été aimés, ma cuisine, c'est pareil, elle est aimée ou pas du tout, mais ça n'empêche que ça part de moi, c'est très sincère, et personne ne me le volera pour cette raison-là. Votre liberté. Oui, j'y suis très attachée. Dernière question, vous posez une question dans votre livre et vous vous demandez si votre amant aime les framboises que vous lui présentez ou s'il aime simplement le contact de vos doigts. Les fraises. Ou les fraises. Ouais. Est-ce que vous avez les réponses ? Je ne lui ai jamais demandé. Nosfell, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Hélène Darroze ? J'ai apprécié l'idée de proposer quelque chose qui ne soit pas didactique et qui vienne au fur et à mesure de l'évolution des sentiments, des flux d'humeur qui peuvent traverser une personne ou les saisons et se laisser porter par quelque chose et mener à une recette de cuisine, c'est agréable. Et voilà. Voir quelque chose de bien défini, un endroit, un univers bien défini, comme la cuisine avec ses règles, et pouvoir donner des coups de pied dedans de temps en temps, en fondant ça dans quelque chose d'apparemment aussi poétique, c'est agréable. Voilà ce que j'en retiens. Mais je suis vexée parce que vous m'aviez dit que j'étais quelqu'un de seul et ça me vexe terriblement. Non, il ne faut pas se vexer, c'est parce que tant mieux si vous l'êtes. Et puis moi, attention, moi je suis aussi souvent quelqu'un de seul et j'aime beaucoup ça. Hein, donc, d'accord. Donc vous n'êtes jamais seul, c'est faux. Vous êtes en train de mentir, Hélène Darroze. Non, en tous les cas, il y a des moments où j'aime vraiment me retrouver seule et où j'en ai besoin, c'est vital. Même sans Spaggiari. Ah. Spaggiari est le chien d'Hélène Darroze. Il ne la quitte jamais et je pense qu'elle dit d'ailleurs dans son livre que le chien est sans doute encore presque plus fidèle que l'amant. Dans les livres qui renvoient de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à ce que vous faites, Les Pâtes par Guy Martin, édition du Chêne, présentation, c'est format à l'italienne. Il est très sympa ce livre. 80 recettes, l'emballage original et c'est le chef du Grand Véfour. Je voulais vous signaler, elles sont chefs. Gilles Pudlowski, photographie de Maurice Rougemont, c'est publié chez Flammarion, dans les cuisinières sur lesquelles il s'arrête. Il y a vous, il y a aussi Fatima Al qu'on recevait l'autre jour dans l'émission. Et je crois que j'ai lu quelque chose sur vous, mais j'ai noté, mais je ne sais pas. Princesse en exil, en général, c'est ce qu'on retient. Mais je ne me sens pas du tout en exil. C'était l'idée de princesse en exil. Voilà, c'est ça. Je retenais à la fin au fait que cette landaise déracinée est une princesse en exil, parce que les Parisiens seraient encore un peu... Je ne sais pas pourquoi Gilles a écrit ça, parce que je me sens pas du tout en exil à Paris. Je me sens très bien à Paris et j'ai un véritable public qui me rend très heureuse. Les légumes de Joël, l'INSEE et Patrick Mikanowski, Joël Thiebaud, photographie Grand Simon, c'est publié chez Flammarion. Maraîcher passionné et particulièrement doué, c'est Joël Thiebaud. Et quand vous le rencontrez, vous avez l'impression que vous partagez... C'est mon maraîcher, donc je le connais bien. Vous partagez tout, quoi, finalement. Les recettes des drôles de petites bêtes, Alain Passard, Antoine Krings, Gallimard Jeunesse. Giboulet, vous avez jeté un œil sur ce livre ?
Non, mais je voulais l'acheter pour mon petit-neveu pour son anniversaire. Alors, recette, pas SAR, mais volonté pédagogique, puisqu'il s'agit d'aider finalement les petits à s'initier à l'art de tenir une poêle. Mise en images et couleurs Anton Krings, c'est chez Gallimard Jeunesse. Bruno Verjus, Tous en cuisine, portrait Yann Arthus Bertrand, reportage Éric Bonnier, introduction de Pierre Hermé. Amis connus et moins connus, des recettes, encore des recettes. Celle dont on vient de dont on vient de parler, c'est publié chez Agnès Viennot. Voilà, donc on trouve tout et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens que vous connaissez. Alors maintenant, tout à l'heure, en commençant cette émission, je faisais tomber votre livre qui pèse 3,3 kg, mais celui-là pèse 3,8 kg. Et 3,8 kg, Agnès Viennot, toujours édition, pH 10, Pierre Hermé, pâtisserie Pierre Hermé. Et donc, en fait, vous faites une compétition, vous êtes pesé réciproquement vos livres. Non, on n'a pas... C'est l'autre jour, on a comparé les poids, en effet, on les a pesés tous les deux. Alors bon, c'est magistral, c'est magique. Le cake mahogany, par exemple, c'est parfois... Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. C'est 10 ans de travail pour Pierre, hein. C'est ces 10 dernières années concentrées dans ce livre. Mais c'était un livre magnifique. Et surtout, j'imagine la difficulté qu'il peut y avoir pour le commun des mortels à essayer de faire ces recettes. Et je pense que... Ouais, mais rien que pour le plaisir des yeux, voir ces merveilleuses pâtisseries, ça vaut le coup. Quoi. Et ça fait près de 10 kilos pour les deux. L'Asie des frères Pourcel, chefs étoilés de Montpellier, sont partis à la découverte de l'Asie. Ils ont pris en main 4 restaurants, 4 villes, c'est Singapour, Shanghai, Bangkok et Tokyo. Rencontre entre deux mondes gastronomiques parfaitement expliqués dans cet album. Voilà, on a fait beaucoup de cuisine. Ça peut être des idées de cadeaux dont vous trouvez forcément les références, on imagine, sur le site internet de l'émission. On écoute de la musique avec Nathalie Natiambe. C'est de la musique réunionnaise. Vous allez voir que c'est de la pointe des cheveux jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout de la voix. Le créole est quelque chose qui est ontologique chez Nathalie Natiambe. Des mots, des émotions fortes. Écoutez, nous la retrouvons dans un extrait de Sanker, son nouvel album, extrait Silaos. Ton silence banane mon cœur comme un bonheur. Dans ce main les traces ça vient mon cœur. Puis pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air d'arriver au thé, pourtant l'an détaqué. Puis pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, malzera la tuer sur le côté. Oiseau bon Dieu, ouvre mon Dieu un instant. Si là, au matin soleil caresse entre ton flanc. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air d'arriver au thé, pourtant là, t'es taqué. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, malisera la tuer sur le côté. Si là, oiseau bon Dieu, manger un instant. Si là, au matin soleil caresse entre ton flanc. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air l'arrivée au thé, pourtant là, t'es taqué. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, malisera la tuer sur le côté.
Silauza, sous ton ciel frais, moi la roule comme un cocon. Silauza, pour moi goûter tout ça que les doux, tout ça que les bons. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air d'arriver au thé pour toi là, détaqué. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, ma misère à la tuer sur le côté. Oh, Silauza, voilà tourne mon tête, voilà rencontre l'amour. Silauza, à cause de tes donnes pour mon âme, on aura toujours. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air d'arriver au thé, poussant là, détaché. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, ma misère à la tuer sur le côté. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air d'arriver au thé, poussant là, détaché. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, ma misère à la tuer sur le côté. Oh, Silauza. 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 Oh, Silauza. Silauza. La Réunion, Nathalie Natiembe. Natiembe et pas Natiem, comme je disais tout à l'heure, mais j'avais oublié l'accent. Qu'elle me pardonne. Nous ont rejoint Fanny Valette, Karine Albou, réalisatrice du film La Petite Jérusalem, et Francine de Roudil pour cet album publié chez Flammarion, Douaneau. Vous connaissez bien Douaneau, puisque c'est quelqu'un de votre famille, évidemment. Je le connaissais pas mal, oui. Évidemment. On va commencer avec la Petite Jérusalem. Karine Albou, la Petite Jérusalem, c'est un film qui se passe... alors on a presque honte maintenant de dire que les films se passent en proche banlieue parisienne, etc. Avec les événements, on a l'impression qu'on va parler de ça. Or là, pour le coup, j'ai l'impression que votre sujet est un tout petit peu plus large que la vie d'une communauté en banlieue. La banlieue, c'est Sarcelles. Qu'avez-vous voulu interroger dans votre film ? J'ai voulu interroger... c'est un film intimiste, d'abord. C'est très important, dont le cadre est la banlieue, mais c'est une manière de traiter la banlieue intimiste. Et j'ai voulu interroger le rapport au désir et à la loi et à la transgression d'une jeune fille de 18 ans, Fanny Valette, enfin Laura dans le film. Fanny, qui est à vos côtés, oui. Qui est ici présente. Et donc c'est une jeune étudiante en philosophie qui se pose beaucoup de questions et qui est élevée dans un milieu orthodoxe, juif orthodoxe à Sarcelles, et qui hésite, qui oscille entre deux lois en fait, la loi juive et la loi morale kantienne. Elle suit les pas de Kant. Pourquoi avoir choisi cette question de la transgression et surtout de la manière dont les femmes peuvent trouver leur liberté, quel que soit le lieu où elles sont? Alors, en la circonstance, des femmes qui sont sous domination de la Torah et donc du livre sacré. Pourquoi est-ce que c'était important de le poser aujourd'hui? Parce qu'on vit une époque en fait, de retour du religieux, mais qui est mondiale, hein, je dirais. C'est cette quête de sens que tout le monde a. Et donc, je pense que comme je suis une femme de mon époque, je ressens les interrogations,
que je me pose aussi, mais de tout le monde. Je connais des gens qui sont devenus religieux, certains qui sont nés dedans aussi. Il y en a certains que ça a aidé à vivre et d'autres à qui ça a complètement gâché la vie. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce film. Ce film n'est pas une morale, c'est presque une pédagogie, parce que vous montrez aussi au travers de ce film que finalement les tabous qu'on peut avoir en soi ne correspondent pas forcément aux tabous qu'impose la loi, ou en tout cas à la doctrine imposée par la loi. Et en la circonstance, le cœur, vous le signalez tout à l'heure, c'est le désir, donc la sexualité. Et Elsa Zilberstein, qui joue la sœur, la sœur de Laura, qui joue Ophélie, hein, elle redécouvre finalement sa sexualité, la possibilité de son plaisir, en restant dans la loi et non pas en transgressant la loi. Fait, oui. Mais parce que je pense qu'il y a deux manières, effectivement, d'être libre. Il y a des gens qui ont besoin d'un cadre et de rester dans un cadre, qui ne peuvent pas tout faire valser comme ça, et qui ont besoin de rester dans un cadre traditionnel. Et il faut faire attention, parce que quand on fait tout valdinguer, l'espèce de retour du refoulé, après c'est l'intégrisme, où finalement, bah oui, c'est ça, où il n'y a plus rien, il y a du vide, et ensuite les gens se caricaturent eux-mêmes et deviennent intégristes. Donc, on va regarder un extrait du film, mais effectivement c'est important de dire que la loi n'interdit pas forcément ce qu'on pense qu'elle interdit. Bon, oui, c'est-à-dire le texte religieux souvent est mal interprété dans n'importe quelle religion. C'est ce que j'ai voulu montrer. Le voile, par exemple. Bon, extrait. Bon, ça n'a rien à voir avec votre film, mais extrait quand même. Pourquoi jamais sur notre route des désirs qu'il réprouve? Pour nous éprouver. Tu penses qu'Ariel a désiré notre femme pour t'éprouver? Il y a la femme du Mikvé qui veut me voir, elle veut me donner des conseils. Des conseils de quoi? Des choses que les femmes doivent faire à leur mari pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. J'aimerais bien venir avec toi. Pourquoi faire? Comme ça, pour t'accompagner. T'es vraiment bizarre. Je te reconnais plus en ce moment. C'est à cause de ce garçon, c'est ça? Elle a raison, maman, il t'a jeté un sort. Hein. T'es plus du tout la même. T'as arrêté de faire ta promenade. Tu travailles plus tes philos. Fais attention. Fais attention, Laura, protège-toi. Protège-toi de lui. Je sais. Va te coucher. Fanny Valette, comment est-ce qu'on entre dans ce rôle? Vous êtes jeune comédienne, vous avez peu de films derrière vous, et vous entrez dans un rôle qui est tout sauf évident. C'est pas une facilité, ce rôle-là, qui est celui d'une jeune femme juive écartelée entre la philosophie et la loi. Je fonctionne beaucoup à l'instinctif, en fait. Donc il y a une part d'instinct. Il y a aussi qu'avec Karine, on a décortiqué le scénario. Voilà, elle m'a expliqué sa vision des choses, ce qu'elle attendait, qui était Laura. Et à côté de ça, j'ai lu des petits passages dans des livres sur la religion juive orthodoxe, mais j'ai pas appuyé mes lectures, mes recherches, parce que c'est des gens qui ont été élevés dans la religion. Ça fait des années et des années qu'ils vivent comme ça, et je pense qu'en 2 mois, je pouvais pas devenir comme eux, je pouvais pas ressentir ce qu'ils ressentent, donc j'ai plus travaillé sur la détermination, sur l'évolution que pouvait avoir le personnage, plutôt que sur le côté religieux. Parce que je pense que justement, Laura, c'est la seule dans l'histoire qui essaye de se détacher de ça. Pour vous, jeune femme aujourd'hui, jeune actrice, qu'est-ce que c'est que la transgression? Où est-ce que vous l'imaginez pour vous?
dans votre vie? La transgression dans la vie. Je sais pas, à partir du moment où il y a des contraintes, il peut y avoir une transgression, mais à vrai dire, je me suis jamais posé la question de transgresser. J'ai toujours été élevée dans un milieu où on me permettait d'avoir mon opinion, ma façon de penser, donc j'ai jamais eu à transgresser quoi que ce soit. Donc à vrai dire, j'ai jamais été confrontée à la transgression, je me suis jamais posé la question. En tout cas, vous l'incarnez bien dans... Parce que ce personnage-là a affaire à la religion et un côté de la religion qui est très fermé. Donc c'est pour ça qu'elle a affaire à la transgression. Karine Albou, vous avez commencé à tourner ce film quand? Il y a 2 ans, hein, maintenant, c'est ça. Je ne me rappelle plus le temps. Quand on fait un film, on a une notion du temps qui est complètement délirante, donc je ne sais plus. Non. Il y a 1 an et quelques. Il y a 1 an et quelques, oui, puisqu'on a été à Cannes là, en mai. Donc voilà, c'est ça. Il y a 1 an et demi à peu près. Ma question portait sur la difficulté de le faire à un moment où il y avait un regain d'actes antisémites. Ouais. En France, que vous évoquez dans votre film. Est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que ça vous a servi? Est-ce que c'est le sujet de votre film d'une manière ou d'une autre? C'est pas le sujet, puisque le film est un film intimiste, c'est pas le sujet du film. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire le scénario, enfin à le réécrire, c'est-à-dire en 2000, mais en fait, les effets de la seconde intifada ont commencé en 2000 en France. Donc on était en plein dedans. Moi, c'est vrai qu'on en parlait moins dans les médias que maintenant, quoi. Mais donc j'ai vécu tout ça de près et de loin. Et je trouvais que c'était intéressant pour Laura d'être dans cet univers social-là parce que elle a un désir d'ouverture, de vivre un peu autre chose que les valeurs que lui ont transmis sa famille. Et quand les gens se font agresser, en fait, c'est difficile aussi pour eux. Dans toutes les religions, dans toutes les communautés, les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Quel rapport entre vous et Amos Gitaï? Aucun. Aucun. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'a pas du tout la même manière de voir le monde. Déjà parce que je suis une femme et c'est un homme. Mais en même temps, il traite des thèmes voisins, plus exactement, parfois. Oui, mais je trouve pas du tout qu'on a la même mise en scène, en fait. C'est-à-dire qu'Amos Gitaï, il est israélien. Donc il a un regard sur les juifs orthodoxes israéliens qui est un peu distancié parce qu'ils représentent un danger politique en Israël, puisqu'ils veulent imposer des choses à la société. Moi, je n'ai pas ce regard-là sur les juifs orthodoxes de France, puisque je suis française. Ils ne veulent pas m'imposer, ils ne veulent pas changer ma société. Quand on a demandé aux juifs s'ils voulaient un jour de congé pour Kippour, ils ont dit non. Il en est hors de question, tout le monde était d'accord là-dessus. La loi sur la laïcité, c'est formidable. Quand même. Oui, non, mais voilà. D'ailleurs, moi, je suis d'accord, je trouve qu'il ne faut pas un jour pour Kippour. Voilà. Donc forcément, je n'ai pas du tout le même regard. Moi, j'ai un regard très intimiste où je suis près de mes personnages, ou même si j'ai une distance par rapport à eux, parce que je ne partage pas quand même tout à fait leurs valeurs, j'ai aussi, je peux avoir un regard aimant sur mes personnages. Voilà. Bon. Non, mais j'aime beaucoup Amos Gitaï, sinon, mais on n'a pas du tout le même univers, quoi. La petite Jérusalem, donc, allez-y, parce que c'est bien dit. On peut avoir parfois l'idée que ce sera facile. Ce n'est jamais facile et c'est tout en nuances et tout en complexité. Autre film, et ça traite, toute chose égale par ailleurs, de la même chose, des mêmes thèmes, c'est Delvende, hein, c'est du Burkinabé Pierre Yaméogo, on en avait parlé à Cannes lors du dernier festival, Lève-toi et marche, des morts inexpliquées dans un village, et s'affrontent les tenants de la rationalité et les tenants de l'absurde et de l'idée qu'il faut forcément un bouc émissaire pour que le village échappe à ce qui apparaît comme une malédiction. Delvende, ça sort également. Flammarion, Douaneau, Paris, qu'a-t-on encore à dire de Douaneau, Francine de Roudil? On a surtout à regarder, je crois.
C'est-à-dire que c'est vrai que les 10 dernières années de la vie de mon père ont été sous les feux des projecteurs. Ça a été une chance formidable pour lui, mais c'est vrai aussi que le succès est toujours réducteur. C'est-à-dire qu'on simplifie une personnalité au maximum. Et il était prend une photo, les voilà, il amoureux était à Paris, devenu voilà. Monsieur Baiser de l'Hôtel de Ville, un peu. Hein. Et c'est très, très réducteur quand on connaît son travail. Alors, ma sœur et moi, on travaille dans l'atelier depuis 20 ans. On connaît bien le fond d'image et on avait envie d'inverser un petit peu la vapeur, de montrer autre chose, de montrer que c'était plus compliqué que ça aussi. Et de montrer comment lui travaillait et comment il aurait conçu des livres qu'il aurait lui-même mis en page. C'est-à-dire que lui était un homme d'image, vraiment. Hein. Il avait une formation de graphiste, il aimait non seulement faire des photos, mais il aimait les bidouiller, ces photos. Il aimait faire ses petites maquettes, il a fait avant tout le monde des installations. Enfin, on va essayer de recréer ça d'ailleurs dans une exposition. C'était pas un illustrateur du tout. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment il avait classé son fonds d'archives, comment il travaillait dedans. Et on a eu l'envie de faire un livre qui ressemblait à ces classements d'archives, c'est-à-dire qui était libre. Votre choix, on s'arrête sur Sabine Azéma, par exemple. Ah ben Sabine, parce que c'est un cadeau de la vie, Sabine. Sabine, mon père l'a connue il y a 20 ans maintenant, sur le tournage d'Un dimanche à la campagne, grâce à la Fée Tavernier, qui lui avait demandé de venir faire un carnet de croquis photographiques sur ce tournage. Et puis après, ils se sont plus quittés, ils ont fait des photos sans arrêt. Et ils se sont énormément amusés. Et Sabine est restée un élément de la famille. Donc, autre photo que vous avez choisie dans cet album, c'est Enrico Pontremoli. Enrico Pontremoli, ça c'est une histoire formidable parce que c'est la guerre. En juin 1941, donc mon père est un jeune photographe qui vient de prendre son indépendance, les mauvais coups du destin. Hein, il quitte l'usine Renault où il est photographe salarié, où il s'ennuie beaucoup, où c'est dur et il arrive à... il est mis à la porte d'ailleurs, il est mis à la porte pour retard répété, mais c'est la liberté retrouvée, c'est formidable, manque de peau, 3 mois après, la guerre est déclarée, donc sa vie s'oriente autrement, et puis bon, il survit dans Paris occupé, et un jour, à la porte de l'atelier, en juin 1941, sonne un personnage dont on apprendra plus tard que c'est Enrico Pontremoli, mais il se présente comme Monsieur Philippe, et c'est en réalité un résistant qui vient demander à mon père de faire des faux papiers. Et donc, pendant toute la durée de la guerre, ils ont fait ensemble des faux papiers pour faire fuir un certain nombre de Juifs. Et puis sans savoir exactement à quel réseau ils appartenaient, d'ailleurs. Et puis, à la fin de la guerre, toutes les identités se sont découvertes. Et mon père, à partir d'Enrico, a pu remonter toutes les filières des imprimeurs clandestins et en 1945 a photographié tous les imprimeurs clandestins, tous les héros absolument anonymes et qu'ils sont restés d'ailleurs. Et ça, c'est une partie de son travail qui me touche mais énormément. On passe par les Halles aussi, bon, qui fait partie de vos choix et de vos mises en page très, très singulières. Et puis on arrive à Dupérec. Voilà. Parce que là, pour le coup, il s'agit de montrer comment fonctionne une habitation. C'est la vie mode d'emploi. Donc, au premier étage, au sous-sol, etc., etc. Et là, il y a un douaneau qu'on a moins l'habitude de voir. Et ça, voilà, c'est ce que j'appelle un peu ses premières installations. C'est en 1965. En 1965, il invente de faire, je me souviens encore dans l'atelier, cette espèce de grand contreplaqué sur lequel il colle un énorme agrandissement, puis il découpe à la scie des petits carrés de 30 sur 30, et puis à l'intérieur, il met les intérieurs d'appartements, il garnit la maison, quoi. Et voilà, il adorait faire ce genre de divagation sur ses photos.
Et puis, le Pont des Arts, pour parler de son goût, pour ce qu'on appellerait aujourd'hui des installations et de la modernité de son approche photographique. On est à peu près dans le registre... Voilà, ça c'est 10 ans plus tard, peut-être. Là, il est parti en relief. Il y a un côté moderne. Hein. Il y a un côté très moderne. Et c'est pour ça que cette image de photographie nostalgique et tout ça, c'est tellement loin de lui. C'est tellement une caricature, c'est tellement quelque chose... Sa photo, c'est pas ça du tout. C'est même pour moi l'opposé absolu. Et puis l'amitié, on en parlait tout à l'heure avec Hélène Darroze, c'est Maurice Baquet. Alors voilà, le livre s'ouvre avec Sabine, se ferme avec Maurice, qui s'est envolé comme ce papillon cet été, mais qui était une merveille d'homme absolu, et avec qui aussi il s'est énormément amusé à faire un nombre de photos considérable, quoi. Les deux personnes les plus photographiées par lui, c'est Maurice et c'est Sabine. Et vous avez vu, on n'a même pas montré les amoureux. Ben oui, parce que c'est un quart de page. Oui, ça y est, bien sûr, parce que ça existe et tout ça. Mais c'est très bien, ils passent comme ça. Les amoureux, il ne faut pas les oublier quand même. Une photo, c'est pas mal. Une question idiote. Comment est-ce que vous envisagez la photo aujourd'hui? Est-ce que vous la pratiquez vous-même avec votre sœur? Je la pratique comme tout le monde, mais je ne la pratique pas comme un photographe, parce que j'ai travaillé pendant trop longtemps avec des photographes. Je sais que c'est différent quand on la pratique professionnellement. Mais ce que je trouve formidable dans la photo, c'est que c'est multiple. Je trouve le travail de Gursky est absolument à l'opposé de ça, mais c'est absolument extraordinaire quand même. Le travail de Salgado, c'est merveilleux, ça parle des hommes, du travail, de la difficulté de vivre sur la planète. Je veux dire, il y a autant de photos que de photographes, et toutes les recherches photographiques sont passionnantes. Et est-ce que le numérique aurait interrogé votre père? Énormément. Et il aurait adoré ça. Il aurait adoré ça. Toutes les techniques, il adorait le cinéma. Il adorait faire des polaroïdes. Toutes les techniques photographiques l'intéressaient, et pour ne pas être intéressé par le numérique aujourd'hui, il faut vraiment manquer de curiosité. Ah, c'est vous qui le dites. Hein. Hélène Darroze, Nosfeld, est-ce que vous aimez la photo? Oui. Qu'est-ce que vous en faites, vous? Moi, j'en ai partout dans mon bureau. Il y a plein de photos partout. Mais j'aime la photo parce que pour moi, c'est des repères. Enfin, moi, sur le mur de mon bureau, dans la cuisine, donc, il y a toute ma famille, mes amis, les moments qui me tiennent à cœur. Oui, j'ai des photos partout chez moi. Et vous? En revanche, les photos, elles sont plutôt dans des livres. J'aime pas trop les afficher, ça m'effraie un petit peu. Mais je suis tout à fait passionné par la technique de la photo, les obturateurs, les techniques de l'optique, etc. Et étant dichromate, j'ai beaucoup de mal à déceler les différentes nuances de couleurs. Alors, en dichromate c'est un peu moins fort que le daltonisme, par exemple. C'est plutôt un problème dans les nuances. Alors... Comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Moi, je n'avais pas... Alors, ça me fascine de scruter les Donc, photos. vous êtes en dichromate? Je suis oui, on dit... En fait, c'est la dichromatie. La dichromatie, voilà. Donc, Nosfeld... Rien de bien grave, en réalité. Dichromate. Il n'y a aucune raison que je ne vous pose pas la question sur la photo. La photo, pour vous? Oui, moi j'adore ça. C'est une image qui ne bouge pas. J'en fais un peu quand je voyage en Algérie, tout ça, j'en avais fait. Et c'est vrai que dans votre film, il y a une très très belle photo. Oui, qui est d'ailleurs celle de mon grand-père. Fanny Valette. Oui, moi c'est aussi pour capturer des moments de vie plus que pour m'amuser. Et puis vous avez de très belles photos ici sur le plateau. Oui, vous y serez dans quelques temps, parce que le temps qu'on les fasse, voilà. Mais ça va vite maintenant avec le numérique. Nosfeld, deuxième titre. Oui. Comment ça s'appelle? Vous l'avez enregistré tout à l'heure. C'est Jaune Sef Zoul. Jaune Sef Zoul. J'ai presque pas écorché. Oui. Jaune Sef Zoul, on traduit peut-être? Jaune Sef Zoul, ça se traduit pas vraiment. C'est comme une photographie d'un moment en réalité. La découverte du silence. Mais vous chantez quand même. Oui. Je sais pas si j'ai le temps, mais j'ai découvert un grand lac qui portait le nom de Segad Sevamins. Et sur la rive sud du lac, un ami a disparu, un silence est apparu et un autre ami est apparu sur la rive nord du lac. Et c'est l'expression de cette idée-là, simplement. La preuve.
Nosfell, le bourgeois, quel phénomène Nosfell, on continue à parler pendant... J'ai remarqué que vous n'écoutez pas ce que vous chantez, donc mais vous continuez à parler, que vous dites que vous avez goûté les gâteaux de Pierre Hermé avec les litchis, etc. Et la rose. Et la rose, que c'est formidable. C'est comme le Gewürztraminer. Donc je vois que vous n'êtes pas que préoccupé par la musique. Hein. Non, j'aime bien les sucreries. Des sucreries. Too Good, avec la complicité de Patrick Moriès aux éditions de La Martinière. C'est 30 ans de boulot hein, d'un monsieur qui s'est fait connaître autant dans la publicité que dans l'art. Alors, il y a tout ce qui a fait connaître Good. La publicité, bien sûr, par exemple, on se souvient tous de ceci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre présence et de votre intérêt des uns pour les autres. Comme d'habitude, peine de mort aux États-Unis, ça n'a pas été aboli, même si c'est en train de s'améliorer. Sauf que cette semaine, il faut bien annoncer la mort de Stanley Tookie Williams, 51 ans, qui était devenu un détenu exemplaire, même s'il avait été condamné pour, reconnu comme meurtrier, crime qu'il a toujours dénié. Arnold Schwarzenegger, vous savez, a refusé, malgré des tourments intérieurs, c'est ce qu'il a dit, comme gouverneur de Californie, il a refusé la grâce et l'exécution a eu lieu par injection létale. Par ailleurs, il y avait en France, au 1er décembre de cette année, 59 241 détenus pour seulement 51 195 places. Il y avait 49 601 détenus il y a un an. Sachez que le week-end dernier, un certain nombre de parlementaires ont visité les prisons et que le constat reste accablant. En 2000, ces parlementaires avaient rendu un rapport qui avait pour titre « Prison, une humiliation pour la République ». Apparemment, ça ne change pas. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se quitte puisque ce sont les vacances, ou en tout cas c'est considéré comme les vacances. Et on se retrouve début janvier avec deux émissions qui auront pour titre à l'occasion du Dakar, des mots de minuit. Bonsoir, bonne nuit, bonne fête de fin d'année à tous, si vous le pouvez. المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة وحزينة راني هايمة